Saviez-vous que la première matrice était censée produire un monde idéal où personne n'aurait souffert? Le bonheur parfait pour chaque être humain. Ce fut un désastre. Personne n'a accepté ce programme, une catastrophe pour les récoltes. Et oui, la matrice avait d'abord commencé par programmer un monde parfait, une société idéale dans laquelle personne n'aurait souffert. Sauf qu'apparemment, ça n'a pas fonctionné. Et oui, en effet, parce que déjà, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, un monde idéal. Enfin, je veux dire, si on posait la question à plein de personnes, je ne suis pas sûr qu'on aurait à chaque fois la même réponse. Et en l'occurrence, dans cet extrait, c'est un monde idéal depuis le point de vue d'une intelligence artificielle. Ce qui explique peut-être pourquoi ça n'a pas marché d'ailleurs. En tout cas, un monde parfait dans lequel personne n'aurait souffert, ça ressemble beaucoup à la définition du bonheur que propose la société dans le meilleur des mondes. Un bonheur conçu comme une vie sans obstacles, sans tristesse, sans douleur, sans peur de la mort, sans peur de la maladie, un monde dans lequel personne ne manque de rien et où tous les désirs sont toujours satisfaits. Non seulement la matrice a conçu une sorte de bonheur parfait, mais en plus elle le destine à chaque être humain. Ce monde idéal suppose donc une égalité de tous devant le bonheur, comme dans le meilleur des mondes. Alors vous vous doutez bien que pour parvenir à un tel résultat, il faut être un peu organisé. Une société comme ça s'improvise pas. Pour garantir le bonheur à tous les citoyens, le meilleur des mondes est organisé jusque dans les moindres détails. Et il est même organisé jusque dans le corps des individus avec la génétique et jusque dans leur esprit avec le conditionnement psychologique. Forcément, dans de telles conditions, la marge de manœuvre de chaque citoyen devient extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante. Et tout est mis en œuvre pour éviter le moindre dysfonctionnement. Ce qui fait dire à Aldous Huxley que le prix à payer pour parvenir à ce bonheur, c'est la liberté. La liberté de refuser la servitude, de choisir, de grandir, de changer. Et donc Aldous Huxley nous pose une question implicite. Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier votre liberté pour vivre dans une société parfaitement égalitaire qui garantit le bonheur à tous les citoyens? Et on peut pas avoir les deux? Pas pour Aldous Huxley en tout cas. Dans le meilleur des mondes, il laisse entendre que c'est l'un ou l'autre. Les deux, c'est pas possible. Et cette idée d'après laquelle liberté et égalité auraient tendance à s'exclure mutuellement, ça, c'est un très très vieux débat. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous sommes en 1789 en France. Bon, à ce moment-là, les révolutionnaires étaient chauds, ils venaient juste de prendre la Bastille et ils se sont dit, allez hop, liberté et égalité pour tout le monde, démerdez-vous avec ça. Sauf qu'après, on a commencé à réfléchir au problème et on s'est dit, non mais attendez, ça va pas être si simple votre truc là. Sur le papier, c'est beau, mais concrètement, comment on fait? Alors avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que je suis pas du tout spécialiste de ces questions de philosophie politique. Mais il se trouve que le cœur du roman repose justement sur cette question, à savoir qu'il y aurait un antagonisme entre égalité et liberté, ou que les deux seraient en quelque sorte inconciliables. Il y a plein de vidéos qui parlent déjà très bien de ça sur YouTube, donc je vous y renvoie si ça vous intéresse. Moi, ici, je vais faire la version très rapide. Liberté d'un côté, égalité de l'autre. Si vous voulez une société dans laquelle tous les individus sont égaux, vous allez être obligé de mettre en place tout un tas de lois, de règles et de contraintes. Tout un tas de mécanismes pour acter l'égalité en droit, et encore plus pour arriver à une égalité de fait, c'est-à-dire une égalité réelle, concrète, et pas juste sur le papier. Et puisque vous allez mettre en place tout un tas de règles et de contraintes, vous allez mécaniquement réduire la marge de liberté de chaque individu. Ou alors vous pouvez vous en foutre de l'égalité et préférer une société dans laquelle il y a le moins de règles et de contraintes possibles. Vous allez probablement privilégier la liberté. Mais moins il y aura de règles et de contraintes, et plus il y a de chances pour que l'égalité en prenne un coup. D'ailleurs, si vous supprimez vraiment toutes les lois, au bout d'un moment, votre truc, ça va devenir la loi de la jungle. Venez vite avec moi. On me touche pas. C'est-à-dire seulement la loi du plus fort. Et quand je dis le plus fort, je pense pas forcément à lui. Ça peut être par exemple le plus gros patrimoine. Alors évidemment, dès qu'on rentre dans les détails, ça devient tout de suite moins manichéen. Déjà, ça dépend de comment on définit égalité et liberté. Parce que par exemple, liberté tout seul, ça veut pas dire grand-chose. Moi, je suis pour la liberté. Parce que les discours qui défendent la liberté comme un espèce d'absolu comme ça, sur le coup, ça claque et ça coûte pas grand-chose de le dire. Mais en vrai, c'est un peu con. Enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait qu'il était contre la liberté. Enfin, je crois pas. Et puis, garantir une liberté suppose aussi des règles. Par exemple, si vous voulez garantir la liberté de circuler librement, ça suppose des interdictions, et notamment d'interdire aux brigands de dépouiller les gens qui se baladent dans la forêt. Et puis même, c'est quoi la liberté d'aller où vous voulez si vous n'avez pas les moyens de le faire?
Si vous voulez garantir que chacun puisse circuler librement où il veut, alors il va falloir faire en sorte que les gens qui n'ont pas les moyens de le faire puissent le faire quand même. Par exemple, en créant un impôt pour redistribuer un peu de richesse. Mais si vous faites ça, il y en a qui vont gueuler. On est le pays le plus taxé au monde. On pourra vous rétorquer, par exemple, que vous vous en prenez à la liberté de faire ce que vous voulez avec votre argent, ou encore à la liberté d'entreprendre. Mais bref, cette contradiction entre liberté et égalité a traversé toute l'histoire de la philosophie politique, jusqu'à ce qu'en 2016, quelqu'un trouve enfin la solution. Je suis pour les libertés parce que je pense que dans notre système économique et social, la liberté permet d'accéder à une plus grande égalité. Je ne suis pas pour autant pour la disparition de l'État. Voilà. C'est liberté d'abord, égalité ensuite. Non, la liberté permet l'égalité. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs même la formule qu'avait socialiste italien qui disait, c'est faire rentrer la liberté dans la maison des pauvres. C'est ça le socialisme. J'ai rien compris. Bon, on rigole, mais cet extrait n'est pas complètement gratuit non plus, parce que la question que pose le journaliste est loin d'être innocente. Il insiste pour savoir si ce candidat à la présidentielle met la liberté devant l'égalité ou l'inverse. Autrement dit, si ce candidat qui se prétend ni de droite ni de gauche serait quand même un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Alors quel rapport me direz-vous entre liberté, égalité et droite et gauche? Eh ben, posons-lui directement la question. Tu me dis top? Top. Ok, alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Top. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un antagonisme entre liberté et égalité, et est-ce que nos positionnements politiques se structurent par rapport à cet antagonisme? Je vous l'ai dit, j'en sais rien, je suis pas spécialiste de ce genre de questions. Mais c'est pas grave, parce que mon avis, on s'en fout, celui qui compte, c'est celui d'Aldous Huxley dans Le Meilleur des mondes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, contrairement à moi, il a un avis bien trempé sur la question. Dans Le Meilleur des mondes, la société a tranché, puis elle a bien tranché, sans nuance. Elle privilégie entièrement l'égalité, et plus précisément l'égalité de tous devant le bonheur. Et si dans Le Meilleur des mondes, il y a des castes qui sont nécessaires pour des raisons de division du travail, on avait vu ça dans une précédente vidéo, à l'intérieur de chaque caste, tous les individus sont parfaitement égaux. Et attention, on ne parle pas d'une égalité de droit ou d'une répartition plus juste des richesses. Là, c'est une égalité qui est totale, absolue, et obtenue grâce à ce qu'ils appellent le procédé Bokanovski. Le procédé Bokanovski est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes conformes au type normal, 96 jumeaux identiques, faisant marcher 96 machines identiques. Le procédé Bokanovski permet donc d'obtenir 96 embryons à partir d'un seul œuf, donc des clones Bokhanov. Et finalement, on ne peut même plus parler d'égalité entre les citoyens parce que le mot serait beaucoup trop faible. Il s'agit là plutôt d'une uniformité. Les citoyens ne sont pas tous égaux, mais tous identiques. Ce qui vous en conviendrait n'est pas du tout la même chose. Un peu comme nous deux, en fait. Et puisqu'on a poussé le curseur à fond dans cette direction, les conséquences sur la liberté sont inversement proportionnelles. Parce que là, on ne parle pas, par exemple, de suppression des libertés politiques. Pour garantir l'égalité devant le bonheur de tous les individus, il faut que tout soit minutieusement réglé. Chaque personne est donc génétiquement programmée à occuper un rôle social précis. Elle est prédestinée à suivre un chemin dont elle ne pourra pas s'écarter. Et pour être bien sûr qu'il ne s'en écarte pas, il est psychologiquement conditionné dès l'enfance à le suivre. Les citoyens ne sont donc pas privés de telle ou telle liberté, mais privés de leur libre arbitre, c'est-à-dire de la possibilité de faire des choix et d'agir à leur guise. Et dans ces conditions, c'est plus la peine de s'emmerder à enlever des libertés ici ou là, parce que dans ce contexte, ce sont des notions qui n'ont même plus de sens. Alors c'est cynique, c'est désespéré, mais c'est très exactement le principe qui est mis en œuvre dans Le Meilleur des mondes, en réponse notamment aux optimistes, qui eux réfléchissent à ce que pourrait être une société idéale, et notamment celui-là. Alors j'avais expliqué dans la première vidéo que Le Meilleur des mondes était écrit en partie en réponse aux propositions utopiques de H.G. Wells. Dans une utopie moderne, H.G. Wells décrit une société qui est dirigée par une élite en partie scientifique, comme dans Le Meilleur des mondes, avec des classes parfaitement étanches entre les individus, comme dans Le Meilleur des mondes, et classes qui sont fondées notamment en s'appuyant sur l'eugénisme, comme dans Le Meilleur des mondes. Thématique que Huxley reprend à son compte, non pas pour écrire une utopie, mais une dystopie. Et cette manière d'inverser le point de vue fait surgir une proximité troublante entre utopie et dystopie. Comme si les deux genres n'étaient pas tout à fait opposés, mais plutôt les deux faces d'un même récit qui changent selon le point de vue de l'auteur ou de la personne qui le lit. Au début du XVIe siècle, Thomas More travaille sur un livre qu'il intitule « La meilleure forme de communauté politique et la nouvelle île d'utopie ».
livre qu'il renommera finalement plus simplement l'utopie. C'est plus vendeur. Et au passage, il invente ce mot, utopie, qui deviendra un terme littéraire. C'est-à-dire qu'on dit une utopie comme on dit par exemple une chanson de geste ou une épopée. Et comme tout genre littéraire, l'utopie a donc ses codes. Et la plupart du temps, une utopie, ça démarre comme ça. Mes amis, je reviens d'un voyage où j'ai vu des choses incroyables, mais laissez-moi vous raconter tout ça. Et alors ce voyageur vient nous raconter une chose extraordinaire qu'il a vue de ses propres yeux, une société idéale. Idéale au sens où elle est organisée pour faire le bonheur de tous les citoyens, et idéale aussi par opposition à la société dans laquelle vit l'auteur. Et si Thomas More est l'inventeur du mot utopie, certains font remonter cette tradition jusqu'à la République de Platon, ouvrage dans lequel le philosophe pose les bases d'une société parfaitement bien organisée. Alors, société idéale, parfaitement bien organisée, où tout est minutieusement réglé pour le bonheur des citoyens, je pense que vous me voyez arriver, le meilleur des mondes n'est déjà plus très loin. Et effectivement, le meilleur des mondes a beaucoup de points communs avec de nombreuses utopies, et en particulier avec celle de Thomas More. Point commun qu'on va comptabiliser dans le petit compteur qui s'affiche ici. Top. Raphaël Itlodé, un marin portugais, revient d'un voyage au cours duquel il a accosté sur une île nommée Utopie et sur laquelle vit une société qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec celle dont il est originaire. Sur l'île d'Utopie, tous les habitants vivent dans la paix et l'harmonie sociale. Top. Et pas parce que les dieux ont été sympas avec eux ou parce qu'ils sont tombés sur un roi à la cool. Cette harmonie sociale résulte d'un projet politique précis, construit progressivement. Top. D'abord, tous les citoyens sont égaux. Top. Seul moyen, d'après Thomas More, d'organiser le bonheur public. La journée de travail est limitée à 6 heures, ce qui fait que les citoyens travaillent un peu, mais franchement, ça va. Top. Personne ne manque de rien, Top. les biens sont distribués gratuitement et les maisons sont réparties par tirage au sort. Mais pour que cette belle mécanique fonctionne, les individus doivent aussi suivre tout un tas de règles et de contraintes. Top. Des règles qui vont jusqu'à organiser la vie intime des individus. Top. Par exemple, les relations amoureuses sont encadrées par la loi et le libertinage est puni. Alors dans le meilleur des mondes, c'est l'inverse, c'est le libertinage qui est encouragé et les relations amoureuses qui sont réprouvées. Mais dans les deux cas, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que l'État organise la vie sexuelle et sentimentale des individus. Top. Et j'en mets 2 pour celui-là parce que franchement, il est fort. Sur l'île d'Utopie, les citoyens sont égaux donc, mais on va beaucoup plus loin. Par exemple, ils doivent tous porter les mêmes vêtements et plus généralement suivre des règles qui uniformisent le corps social. Top. Les personnalités sont donc fondues dans un grand groupe homogène et l'individu disparaît au sein du collectif. Top. Et enfin, la société sur l'île d'Utopie s'est cristallisée. Top. Puisqu'elle a trouvé un système politique qu'elle juge parfait, elle le protège et elle le pérennise. Top. Elle est donc en quelque sorte sortie de l'histoire et vit dans une sorte de présent perpétuel. Alors ça fait déjà pas mal de points communs et je pourrais continuer avec d'autres utopies, par exemple avec la Cité du Soleil de Campanella. Dans la Cité du Soleil, la sphère privée n'existe plus. Top. L'individu et la famille sont considérés comme des obstacles à la société parfaite. Top. Et on y pratique même une forme d'eugénisme. Top. On met notamment en couple des personnes obèses avec des personnes très maigres, en espérant comme ça que les enfants seront en quelque sorte un juste milieu. Ouais, je suis pas sûr que ça peut marcher ça. En tout cas, tous les enfants d'une même génération sont frères et sœurs et il n'y a plus de cellules familiales. Top. Et là aussi, on bosse très modérément puisque Top. la journée de travail est cette fois-ci limitée à 4 heures. C'est marrant, dans toutes ces utopies qui décrivent des sociétés heureuses, la valeur travail, c'est jamais trop leur truc. Il nous faut d'abord faire aimer le travail. Mais bref, un dernier exemple pour la route, la République de Platon, dans laquelle l'inégalité de base des diverses fonctions sociales est liée à des considérations d'ordre physique Top. sur la constitution des divers membres de la communauté. Il y a donc chez les hommes qui constituent la cité idéale une spécialisation naturelle qui entraîne leur groupement en castes séparées. Top. Alors pourquoi autant de points communs entre le meilleur des mondes et toutes ces utopies ? Si c'est une dystopie, c'est le contraire d'une utopie, donc c'est pas très étonnant. En fait, il reprend juste les mêmes thématiques, mais il inverse le point de vue. Finalement, c'est le même contenu, mais vu par quelqu'un de pessimiste, c'est tout. Alors, reprendre les mêmes thématiques et inverser le point de vue, c'est effectivement ce qu'il fait avec les idées d'H.G. Wells. Mais ce serait aller un peu vite de considérer que l'utopie et la dystopie sont des genres contraires. Parce que déjà, étymologiquement, c'est pas le cas. Je rappelle, dans la première vidéo, on avait vu que dystopie était formée avec le préfixe dys, qui signifie mauvais, erroné ou malformation, comme dans dysfonctionnement, et le mot grec topos, qui signifie endroit ou lieu. Alors dans utopie, on retrouve bien topos, mais il est précédé par le préfixe u, qui signifie non ou absence de. L'utopie, c'est donc le lieu qui n'existe pas ou qui n'existe nulle part. Et le lieu qui n'existe pas, c'est pas le contraire du lieu mauvais ou malsain. Le contraire du lieu mauvais, ce serait le lieu bon, c'est-à-dire utopie, et ce mot existe aussi, mais il est beaucoup moins utilisé. Thomas More l'emploie parfois pour décrire la société qu'il imagine, mais rarement. La plupart du temps, il utilise bien le mot utopie. Et si l'utopie n'est pas le lieu de la cité idéale, mais le lieu qui n'existe pas ou qui n'existera jamais,
alors on peut peut-être comprendre différemment le meilleur des mondes. N'y a-t-il pas un risque à vouloir faire advenir ce qui par essence ne peut pas exister, c'est-à-dire la société idéale, le monde parfait, le meilleur des mondes? Autrement dit, si séduisantes soient-elles, les utopies sont peut-être aussi porteuses de dangers. Et ça dépend peut-être de la définition qu'on donne du mot utopie. Dans le dictionnaire Larousse, on trouve 2 définitions. L'utopie est un projet dont la réalisation est impossible, conception imaginaire. On imagine un monde idéal, on rêve un peu, ça fait de mal à personne, c'est pas bien grave. Et puis, on trouve une deuxième définition. Construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue par rapport à celui qui la réalise un idéal ou un contre-idéal. Cette définition correspond assez bien, je trouve, aux utopies classiques comme celle de Thomas More. On parle d'une construction certes imaginaire, mais rigoureuse, c'est-à-dire pas improvisée à 4 heures du matin. Et puisqu'elle est rigoureuse, elle permet d'aboutir sur une proposition politique. Proposition qui constitue un contre-idéal par rapport à la société dans laquelle vit l'auteur, qui agit comme un miroir inversé et qui permet d'en souligner les défauts sans vraiment le dire. Ce qui est plus prudent à une époque où on pouvait aller au bûcher pour beaucoup moins que ça. Et enfin, j'ai trouvé une 3e définition, cette fois-ci dans le dictionnaire Littré, qui est beaucoup plus inquiétante. Plan de gouvernement imaginaire où tout est parfaitement réglé pour le bonheur de chacun et qui, dans la pratique, donne le plus souvent des résultats contraires à ceux qu'on espérait. Imaginez une société idéale, pourquoi pas, mais si on passe à la pratique, c'est là que ça devient chaud. Et c'est exactement ce qu'a fait la société dans le meilleur des mondes. Elle a mis en pratique sa conception d'une société idéale. Et vouloir à tout prix faire advenir quelque chose qui ne peut pas exister, c'est-à-dire étymologiquement une utopie, peut présenter un certain nombre de dangers. Ce fut un désastre. L'utopie nous entraîne dans un monde totalitaire parce que le meilleur des systèmes ne peut être qu'absolu. Eh bien, je crois que la position de Huxley dans les années 20 correspond à cette 2e acception du mot utopie. Et dans le meilleur des mondes, il va même encore un peu plus loin. Imaginons qu'il soit véritablement possible pour une société de garantir le bonheur à chaque individu et pour toute la vie. Est-ce que pour autant ce serait souhaitable? Alors vous allez me dire, ça dépend déjà de la définition qu'on donne du bonheur. Et évidemment, si on n'a pas tous la même définition, ça va poser des problèmes. Et dans le meilleur des mondes, le bonheur que la société propose à ses citoyens, c'est une sécurité existentielle permanente. Une vie sans obstacles, sans drame et des désirs toujours satisfaits. Alors sur le papier, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est pas aussi prendre le risque de vivre une vie un peu atrophiée ou sans relief? Autrement dit, une vie un peu ennuyeuse. Alors c'est une idée assez banale aujourd'hui qu'on retrouve notamment dans plein de films. C'est le schéma classique du personnage qui privilégie son confort et sa sécurité, mais qui sent bien qu'il y a quand même un petit quelque chose qui lui manque. La plupart du temps, un peu plus de liberté au sens de possibilité de s'écarter de sa routine quotidienne et donc de prendre des risques. Et dans la plupart des cas, ces situations sont traitées du point de vue individuel. Point de vue qui d'ailleurs peut changer avec l'âge ou en fonction de ce que le personnage a vécu. Alors peut-être que c'est souhaitable, mais ça implique de partir d'une définition du bonheur qui sera nécessairement arbitraire. Et outre le fait qu'elle va s'imposer à tout le monde, il y aura aussi un prix à payer, prix que j'évoquais précédemment. Ce qui fait dire à Huxley dans la préface de 1946 que le personnage de John est condamné à faire un choix entre une vie démente en utopie ou la vie d'un primitif dans un village d'Indiens, vie plus humaine à certains points de vue, mais à d'autres, à peine moins bizarre et anormal. Pour résumer, imaginer une société dans laquelle les individus seraient à la fois libres et égaux, c'est compliqué. Imaginer une société qui peut garantir le bonheur à tous les citoyens, c'est compliqué aussi, et c'est même dangereux parce que ça pourrait avoir des effets collatéraux terribles. Et enfin, cette société ne serait même pas souhaitable parce qu'elle nous priverait de tout un tas d'expériences certes négatives, mais qui peut-être sont utiles dans une vie. Si je devais réécrire maintenant ce livre, j'offrirais aux sauvages une 3e possibilité, la possibilité d'une existence saine d'esprit. Dans cette communauté, l'économie serait décentraliste, à la Henri Georges, la politique serait kropotkinesque et coopérative. 15 ans après la parution du Meilleur des mondes, la position d'Aldous Huxley a changé. Il envisage finalement une alternative en s'appuyant sur une politique communautaire et kropotkinesque. Autrement dit, une possibilité anarchiste, qui peut-être serait la seule capable de concilier cette double exigence de liberté et d'égalité. Je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Et pendant les 20 années qui suivront, il va continuer à réfléchir à une manière de dépasser ce point de vue désespéré du meilleur des mondes. Et en 1962, un an avant sa mort, il publie Il, un roman dans lequel il décrit une société d'individus heureux qui est parvenue à concilier égalité et liberté, aspiration individuelle et organisation collective. Une alternative rendue possible en s'appuyant à la fois sur l'eugénisme et l'éducation. Et aussi sur tout un tas d'autres trucs, mais c'est une autre histoire.
Aldous Huxley insiste sur l'idée d'après laquelle ce roman doit être compris comme une fantaisie pouvant se réaliser à un endroit, à un certain moment, plus qu'une fantaisie sans place ni moment. Il n'est donc pas une utopie au sens de projet irréalisable, mais une marque de confiance dans le bonheur et dans sa réalisation possible, et donc une vraie réponse au meilleur des mondes. Alors c'est très personnel comme interprétation, mais je trouve qu'il y a comme un petit côté rédemption avec ce roman. Parce que finalement, Aldous Huxley nous avait terrorisés avec le meilleur des mondes en démontrant que toute tentative d'organiser le bonheur collectivement était vouée à l'échec, voire même dangereuse. Et finalement, 1 an avant sa mort, avec il semble nous dire qu'il y a quand même de l'espoir. C'est beau, non ? Alors avant de vous laisser, je voulais vous dire un petit mot sur cette série consacrée au meilleur des mondes. Au départ, je pensais pas que j'aurais besoin de toutes ces vidéos pour en faire le tour, et encore, il y a plein de sujets que j'ai dû laisser de côté, mais 4 vidéos consacrées à un seul livre, c'est peut-être un peu beaucoup, et votre avis m'intéresse sur ce point. Et puis ce livre m'a amené à parler de dystopie, d'eugénisme, de société de consommation, de philosophie politique, et vous vous doutez bien que je suis pas spécialiste de tous ces sujets. D'ailleurs, je suis même pas spécialiste de littérature, donc c'est dire. Alors si vous avez repéré des bêtises que j'aurais pu dire ici et là, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Après, c'est pas la peine de me défoncer non plus. Alors pour limiter le nombre de bêtises que j'aurais pu dire, je me suis quand même appuyé sur pas mal de livres et d'articles. Et il y en a quand même un que j'ai beaucoup utilisé, que je voudrais donc citer ici, c'est Aldous Huxley, un prophète oublié, et Michel Houellebecq en contrepoint de Jean-Claude Marie. Donc si vous voulez en savoir plus sur Huxley, le meilleur des mondes, et même sur Houellebecq, c'est un livre que je vous recommande vivement. Voilà, c'est terminé pour cette série sur le meilleur des mondes. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour parler d'un autre livre, qui sait, et en attendant, portez-vous bien. Vous avez publié en 1931 Le meilleur des mondes, c'était une utopie et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le meilleur des mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à 5 ou 6 siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est que en 30 ans, en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées et que on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. Et le danger est pour la personne humaine qui s'est le danger, oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine.